je m'adresse à des gens qui connaissent d'Arthur ce que tout le monde peut en avoir retenu. Une sorte d'imaginaire collectif. Ouais, parce que c'est ça. Alors le vôtre, il était fait à l'aune de quoi? Celui d'Arthur. Il était fait de dessins animés, de films hollywoodiens. Il était fait de jeux de rôle, déjà beaucoup. Pour le monde médiéval. C'est l'ancêtre de l'heroic fantasy finalement. Sauf que effectivement, oui, Arthur est directement dans un monde heroic fantasy, parce qu'il y a de la magie, parce qu'il y a des monstres et tout ça. Effectivement, donc après j'ai lu, mais franchement ce qui m'a le plus intéressé, c'est le fait que ce héros, mettons qu'il existait, mettons qu'il y en ait un qui existait, en fait c'est une espèce de chewing-gum que tout le monde a mâché à tous les siècles. Alors à partir effectivement du 11e, du 12e, et puis après, quand il s'est agi par exemple de mettre dans sa généalogie un héros pour justifier d'une descendance noble, comme c'est le cas pour Henri, lequel Henri. Les Capétiens qui se réclamaient de Charlemagne, il fallait un ancêtre mythique pour fonder, comme c'est la dynastie des Mérovingiens, on a un personnage qui s'appelle Mérové, dont on ne sait même pas s'il a existé. À part l'avoir mis un casque et une grosse moustache. Et un ancêtre qui permet de justifier la lignée et de la rendre plus noble. Donc en fait Arthur, la légende arthurienne, c'est une série, même pratiquement de commandes, si j'ai bien compris, d'Aliénor d'Aquitaine qui a commandé une nouvelle histoire d'Arthur, et en fait Arthur il y en a tout le temps. Il y a des écrits du nord du Pays de Galles jusqu'en Italie, sur deux siècles à peu près, ça c'est assez incroyable. Et alors, pour revenir à... C'est quoi cette Bretagne? Elle va d'où à où? La Bretagne d'Arthur? Il y en a deux. Oui, la Bretagne d'Arthur, elle est relativement limitée d'ailleurs, parce que ce qu'on appelle la Bretagne, d'abord c'est la Grande-Bretagne actuelle, mais la Calédonie c'est l'Écosse. Le Pays de Galles, il est au nord de l'Angleterre, il n'est pas du tout dans le sud-ouest comme le Pays de Galles actuel. Donc ce sont des petits royaumes, ce sont des petites entités géographiques. Et ce qu'on appelle évidemment la Bretagne à l'époque, c'est l'Armorique, la Bretagne actuelle, chez nous. Donc on suppose que Arthur était un petit chef de guerre et un roitelet en fait, qui aurait été un petit peu plus connu que les autres par ses exploits guerriers. D'où serait né après le mythe d'Arthur. Mais la forêt de Brocéliande, on la situe bien dans notre Bretagne. Oui, tout à fait. Ah oui, alors, comment vous expliquez ça? Alors ça, c'est des glissements qui se sont opérés plus tard, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la légende arthurienne. Les Bretons actuels ont essayé de s'accaparer aussi, je ne veux pas être désagréable avec, essayé un peu de s'accaparer le mythe d'Arthur et de Merlin aussi, puisqu'on a même un tombeau de Merlin en Bretagne. Qui est un tumulus qui doit dater de 2000 ans avant Jésus-Christ, donc le personnage de Merlin n'est pas concerné. C'est un lieu énormément visité d'ailleurs. C'est un lieu énormément visité. Oui, il y a même des sortes d'ex-voto, vous savez, parce que les gens ils font des prières à Merlin, comme d'autres vont se recueillir sur la tombe d'Alan Kardec ou Père Lachaise. Pour les mêmes, dans le même but. Oui, il y a un petit buste, je crois, sur la tombe d'Alan Kardec, et les gens murmurent leurs soucis à l'oreille d'Alan Kardec, qui était l'inventeur du spiritisme, et certains disent que leurs problèmes ont été résolus. Donc, pour Merlin, c'est la même chose. Pour revenir, l'un des moteurs, une des mécaniques de Camelot, c'est jouer sur les anachronismes. Et donc pour faire anachronisme, il faut quand même se baser sur quelque chose de réel. On n'invente pas de toute pièce. Comment vous avez fonctionné là-dessus? Ou c'est d'abord votre fantaisie à vous qui vient se greffer Non, Camelot, ça part d'une volonté assez simple de comédien de pouvoir rentrer dans le film de légende, dans le film d'aventure et dans le film d'époque sans pour autant encombrer les comédiens d'un discours littéraire. Généralement, quand on voit un film, même des films récents, même des films américains, qui s'occupent d'une époque, que ce soit Alexandre le Grand, que ce soit... les répliques sont... C'est-à-dire que comme ils sont d'époque, ces personnages, on leur place des phrases de bouquins. Moi, ce qui me manquait, c'était le côté quotidien de ces héros-là, le côté parfaitement remis à zéro, avec des problèmes de grande importance comme le Graal, mais de moyenne importance comme les guerres locales, et de très petite importance comme genre je suis enrhumé. Et moi, je voulais remettre tout là-dedans. Donc en fait, l'équilibre
de Kaamelott et l'anachronisme dont vous parlez, moi je l'appelle pas anachronisme parce que je pars du principe que j'essaye de leur donner un langage quotidien. C'est pas anachronique. Je trouve anachronique de faire des films avec des personnages historiques et de ne leur donner que des répliques de bouquins. Ça, je trouve ça... C'est ça qui vous paraît le plus oui, parce que c'est compliqué à suivre. Normalement, dans les techniques d'écriture, et là je parle de script pour des acteurs, il est question que le héros, le protagoniste, soit proche du public, qu'il ait des points communs avec. Et je trouve que l'éloigner dans le langage, qui est quand même notre mode de reconnaissance commun, l'éloigner du public à point tel que de faire des phrases très compliquées, très ampoulées, où toujours les regards sont comme ça, et puis on se balance des trucs, et à droite et à gauche, je trouve qu'on perd énormément de ce système d'identification du protagoniste, et le fait de faire parler les gens simplement, ne serait-ce que simplement, on récupère, je trouve, le côté humain qui manque de temps en temps. Jusqu'à quel point ces personnages étaient vraiment du quotidien, de l'ordinaire, puisque finalement c'est peut-être une petite bande de ruffians, donc ils étaient du quotidien. Qu'est-ce qu'on sait de ça? Au niveau du langage, non, l'impression ça a été construit, je crois. Oui, non, mais je crois qu'Alexandre a parfaitement raison. Au niveau du langage, on a tendance à placer des phrases de bouquin dès qu'on fait l'histoire. Or, par exemple, la façon dont d'organisation, il est dans un labo de magicien beaucoup plus classique et sédentaire. Oui, donc en fait, pour lui, il est sans arrêt le cul entre deux chaises, entre deux religions. Et les loups, ça fait partie de la religion qu'il est censé connaître. Il connaît rien à la véritable magie, il peut faire une potion, enfin il essaye de le faire croire, mais il peut pas faire une potion, il peut pas guérir, il peut rien faire. Mais les loups sont sa partie connue, donc il sait décrypter les loups, il sait les soigner, et généralement dans la série je m'en sers, encore dans la saison 5 là, qui va arriver, je me sers des loups vous voyez, comme message d'alerte. Oui, souvent, enfin, comme mauvais présage. Ouais. Et alors est-ce que c'était le cas? Jusqu'à quel point? Parce que justement, la destinée des loups dans nos civilisations, dont un qui s'appelle Lionel. Vous le confirmez? Je vais m'en prendre une. Je sais pas ce que je dis. Il est évident que ça, je le sais depuis que je me suis documenté, j'ai un arbre généalogique de tout le monde. Il est évident que tant que ce personnage ne me sert à rien, Bohort n'a pas de frère. Il se trouve que dans la saison 5, j'en ai eu besoin. Donc j'ai fait arriver ce personnage. Donc en fait, mais ça j'allais dire, c'est des licences scénaristiques. C'est une espèce de panier, quoi. C'est un panier. Il y a des choses qui à votre disposition. On peut se servir dedans. Je prends pas, ou je prends ou je déforme. Et je suis pas respectueux de la légende arthurienne. Il faut surtout pas que je le sois en fait. Sinon c'est. Là, faut même lui faire subir les derniers outrages, non? D'autant que comme on disait tout à l'heure, comme étant le chewing-gum commun à tout le monde qui a été remâché systématiquement au fil des siècles, moi, il faut que je le mâche aussi à un petit niveau. Il faut que je le. Il faut que je fasse pas tout à fait ce qui est fait. Et quand vous le recrachez, dans quel état? Celui-là, pas brillant, mais voilà. Et alors, c'est cette mécanique de la distorsion, vous l'appliquez finalement à chacune des idées, à chacun des points, ou c'est finalement le sujet qui va faire, je sais pas, quand on va parler des outils de chevalerie ou des armes, il y en a des choses qui sont plus sujettes à vous permettre ça? Ou est-ce que vous vous êtes régalé le plus à prendre ces libertés dont on parlait? Encore une fois, les libertés, la première liberté qui est intéressante quand on travaille sur ce truc-là, c'est de pouvoir, encore une fois, redonner à ces personnages des problématiques qu'on ne leur accorde pas d'habitude. C'est-à-dire que, d'un point de vue général, quand on parle de chevaliers de la table ronde, on parle de fidélité, on parle de cohésion, on parle d'un but commun, mais qui est automatiquement compris par tous. Alors moi j'en ai 8 autour de ma table, mais normalement c'était 24, selon une légende. Tout le monde est d'accord, tout le monde travaille dans le même sens, tout le monde est imprégné de cette foi tant religieuse que de camaraderie, et tout le monde part, et tout le monde est vaillant, et tout le monde se sacrifie pour tout le monde. Moi je ne connais aucune entreprise terrestre qui se passe comme ça. Je ne connais pas de projet qui soit porté par plus de 3 personnes où les 3 personnes font exactement la même chose. Ça n'existe pas, quoi. Au-delà de 3, c'est de plus contre 1, quoi.
C'est de plus Au moins, simple. et puis il y a les problèmes personnels, c'est-à-dire qu'il y a le Graal, mais il y a le reste. Il faut que le Graal il soit intégré dans une vie de tous les jours. Et en fait, moi, la première liberté que je prends, et c'est celle que je creuse sans arrêt, c'est de dire que ces gens-là, le Graal, ok, ils voient à peu près, mais ils sont pas à 100% dedans. Vous pourriez vous en passer du Graal? Non. Ah bah non, racontez-moi. Surtout pas, parce que c'est vers là qu'ils vont quand même. Oui, mais il y a très des péniblement. prétextes, quoi, je veux dire, mais... Non, c'est plus qu'un prétexte.